Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue. Comment ça va bien? Incroyable. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je viens tout juste d'acheter ton livre, ça sera ma lecture du week-end. Oh, merci. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je reçois plus les mails de notifs de stream, est-ce qu'il y a que moi? Je sais pas, faut peut-être s'abonner, je sais pas, j'en sais rien. Je viens de décrocher mon alternance. Ah, GG. Bravo, tu vas alterner quoi? Tu vas alterner qui? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est flou? Ah ouais, putain, c'est flou de ouf. Attends. Ouais, normalement c'est comme ça. Excusez-moi, j'ai mal réglé. La caméra, elle est ivre. Ah non, mais la caméra, elle est pas bien, hein. Elle est pas bien, hein. Un peu mieux. Non, non, mais c'est beaucoup mieux. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. J'ai raté le CRFPA, la préfecture refuse mon autorisation de travail pour travailler. Je vais certainement me prendre un OQTF et vous. Ah, la bonne ambiance. Bon courage. C'est quoi ton micro? C'est un PodMic de Rode. Il marche très bien, je l'aime bien. Du coup, non mais j'ai quand même une annonce. Vous êtes pas prêts, hein? Bon, il y en a qui l'ont vu dans le chat évidemment parce que j'ai déjà mis le point d'exclamation annonce. J'étais tellement pressé. Annonce, mesdames et messieurs, à l'occasion de l'élection présidentielle américaine, nous faisons une émission Backseat spéciale en direct. Pas un jeudi, du coup, exceptionnellement, ce sera un mardi. C'est une émission Backseat exceptionnelle que nous vous proposons, qui commencera à 21h, qui se terminera à 4h du mat. Donc, quand on aura les résultats, pas avant. Émission Backseat, qui sera en plus, pas n'importe où, elle sera au Théâtre de la Concorde. Vous pouvez venir, c'est gratos. On a prévu des stands pour se restaurer, etc. Ramenez vos culs, inscrivez-vous. On va passer une nuit ensemble, ça va être trop des bars. On est en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès et le 1 Hebdo, qui seront évidemment là avec nous sur le plateau. Ils nous apporteront des infographies, ils nous fileront de la cam pour qu'on se shoote à l'information de qualité. Et ils viendront également avec des experts, hein, des journalistes, des chercheurs, des gens qui ont des choses passionnantes à nous dire sur ce que révèle cette élection américaine. Et voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De deux choses l'une, soit vous habitez à Paris en Ile-de-France, vous cliquez immédiatement sur le lien dans le chat et vous venez. Vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. Et ça va être le feu. Soit vous n'habitez pas à Paris en Ile-de-France, auquel cas vous mettez un réveil pour le 5 novembre de 21h à 4h du mat. Je veux rien savoir, vous tapez la nuit blanche si nécessaire, vous buvez du café et vous suivez avec nous toute la soirée les résultats qui tombent les uns après les autres au fur et à mesure, la tension qui monte, tout ça, tout ça. Viendez quoi. Raphaël, tu viens, je veux rien savoir, hein. Let's go la nuit blanche. Mais let's go la nuit blanche. Let's go la nuit américaine. Il y aura du café sur place. Il y aura du café sur place, évidemment. Il y aura des burgers, je sais pas. Alors, je sais pas si on a réussi à pousser la blague jusqu'à proposer des burgers et des hot dogs. Mais il y aura à bouffer. Je le mets à l'agenda, j'amène la chicorée. Ramène-toi, Raphaël. Faut que tu t'inscrives, par contre, hein. Point d'exclamation, annonce dans le chat. Cliquez sur le lien, inscrivez-vous, ramenez vos culs. Ça va être le feu. Et les autres, chez vous, sur la télé, sur l'ordi, je veux rien savoir. Backseat de 21h à 4h du mat. Ça va être bien rigolo. Est-ce qu'il y aura un concours de rodéo? Non. Non, 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 non. C'est un mardi, je vais sûrement rester devant mon ordi. Mais ouais, viens. Quel chroniqueur? Vous l'apprendrez en temps utile. Alors du coup, il y aura beaucoup de chroniqueurs nouveaux, enfin, il y aura beaucoup de gens, du coup, on est en partenariat avec le 1 Hebdo et la Fondation Jean Jaurès, donc il n'y aura pas que des chroniqueurs de Backseat, hein, ça va être une émission Backseat spéciale. Donc voilà, il va y avoir du roulement, vous allez retrouver des chroniqueurs de Backseat évidemment, mais pas seulement. On prépare des quiz, on prépare des trucs, on prépare des infographies, etc. Kamala Harris sera invitée, Kamala Harris sera évidemment invitée, et invitée politique en guest star à 23h pile, non pas du tout. Absolument pas. Par contre, on aura des duplex aussi. Il y a des gens sur place qui couvrent la présidentielle américaine, notamment des journalistes. Et on va se taper des petits duplex pour savoir comment ça se passe sur le terrain.
Tu vas animer toute la soirée? Non, non, je vais pas pouvoir animer toute la soirée. Notamment parce que le lendemain après-midi, je fais une émission Checkpoint sur ma chaîne. Vous savez, Checkpoint, c'est mon émission en partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale. On fait une émission, c'est la 5e émission qu'on fait ensemble, et on fait une émission spéciale cancer. On va parler avec des chercheurs qui travaillent sur le cancer. On va parler avec des médecins aussi, des cliniciens qui traitent le cancer. Et on va faire une émission Checkpoint spéciale cancer. Donc moi, il y a un moment, il va quand même falloir que je dorme parce que j'enchaîne 2 émissions importantes. Hmm. Il y aura Eminem, il y aura Barack Obama qui fera un rap d'Eminem spécial backseat en duplex avec son portable comme ça. Par contre, l'ambiance de la soirée va être hyper variable en fonction des résultats. Ah bah ça, ce sera à la fin qu'on connaîtra le résultat. Mais vous savez comment ça se passe, hein, les élections américaines, au fur et à mesure, on connaît les couleurs des délégués, ça monte petit à petit dans la nuit, etc. On a le résultat final à 4 heures du mat, pas avant. Ah non, ça va être génial. Hmm. Tu peux pas demander aux USA de repousser les élections pour que tu aies une bonne nuit de sommeil entre les 2 émissions? J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai demandé à la Maison Blanche. Ils m'ont répondu fuck off. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai cru comprendre qu'ils voulaient pas décaler pour moi. Hmm. Je viens d'acheter ton livre et je vois que ta notification en arrivant chez moi. Let's go. Tu parles de ça? Excellent livre, achetez-le, il est génial. Les jeunes, c'est le présent aux éditions Payot, disponible chez votre libraire ou sur le point d'exclamation livre dans le chat. C'est chiant ces streamers qui font de la promo tout le temps là. Quand est-ce qu'ils jouent aux jeux vidéo? Jamais. Hmm. Si Kamala gagne l'émission, devra durer plus longtemps pour couvrir la révolte de Trump. Nous, on fait notre maximum, hein. Nous, on couvre l'élection présidentielle. Ce qui se passe après la présidentielle, voilà, je vous rappelle que la dernière fois de Donald Trump, ça avait duré des mois, sa contestation des résultats, en 2020. Bon, bah là, 2024, on verra bien. J'en sais rien, je sais pas. Euh, Mais ça va être cool. Ça me fait un bien de fou l'idée de pas regarder la soirée électorale US tout seul à Levallois et flipper comme un anxieux que je suis. Merci Jean, vive Brexit. Eh, tu viens, hein? Tu viens, hein, le théâtre de la Concorde, c'est pas loin de la place de la Concorde. C'est pas loin de l'Elysée non plus d'ailleurs. Emmanuel Macron, tiens, puisque t'es là. Emmanuel, on a déjà parlé. Tu viens. C'est au théâtre de la Concorde, c'est juste à côté de l'Elysée. Tu viens. Euh, C'est aujourd'hui? Non, 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 c'est le 5 novembre. Euh, Le Capitole, c'était juste au moment de la passation, c'est ça? Non. Il n'y a pas de passation de pouvoir à proprement parler aux États-Unis. Il y a tout un processus de certification des résultats qui va jusqu'à la prestation de serment. Et le 6 janvier, c'était au moment de la certification des résultats par le Congrès américain. Donc c'est une des étapes. Ça va pas être trop dur de vulgariser la politique américaine pour recontextualiser, parce que ça doit bien être différent de la politique française. Ah mais heureusement, je serai pas seul sur le plateau. Ah non, non, mais je vous propose pas une nuit américaine avec que ma gueule, hein. Ah non, mais moi, je connais un peu la politique américaine, mais pas suffisamment pour vous proposer un contenu de qualité. Donc non, 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 pas du tout. Il y aura des gens en plateau qui connaissent vachement mieux que moi et qui nous expliqueront plein de trucs sur la sociologie du vote, sur les méthodes de vote, sur les institutions américaines, sur la campagne, comment elle s'est passée, sur la désignation des candidats, sur les enjeux de cette élection présidentielle. On sait qu'il y a plein de sujets qui se passent entre Israël, la question de l'Iran, la question de la Chine, la guerre commerciale, la question de la frontière sud avec Mexico, la question des armes à feu, la question de l'IVG. Et là, je viens que de vous passer les principaux enjeux de cette élection présidentielle. Il y en a plein d'autres. Tu peux rappeler la date, c'est le 5 novembre, mardi 5 novembre. Vous vous mettez dans votre agenda backseat de 21h à 4h du mat. Et vous n'allez pas vous coucher avant 4h du mat. Alors vous pouvez vous allonger, je vous autorise à vous mettre dans votre lit à partir de minuit. Mais vous ne vous endormez pas avant les résultats. Ça, c'est interdit, ça. Ça, c'est absolument interdit.
Oui, chef, voilà. Euh, Mon dodo. Ah, y a pas de dodo. Non, 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 il n'y a pas de dodo. Pas avant 4 heures du mat. Café pour tout le monde. Hmm. Je me lève à 5 heures pour aller bosser. Ça va être nuit blanche. Ah bah tu vas faire une nuit blanche mon gars, ça c'est moi qui te le dis. Ça, désolé hein. Il y en a qui vont taper la nuit blanche hein. Et si on taffe le lendemain? Eh ben c'est pas grave, vous irez taffer, enfin vous irez faire semblant de taffer, parce que vous aurez d'une part la tête dans le cul, et d'autre part vous aurez le nez sur votre téléphone toute la journée pour voir les évolutions des résultats de l'élection. Ce sera une journée un peu off quoi. Mais votre patron il sera pareil. Lui aussi il aura tapé sa nuit blanche devant Backseat, donc tout va bien. Euh, Si on n'a pas les résultats à 4 heures du matin, vous continuez? Normalement on les aura à 4 heures du mat. Tu nous feras une autorisation. Je vous ferai une autorisation signée dans votre carnet. Je vous ferai une autorisation en disant que vous avez suivi la nuit américaine sur Backseat et que vous êtes donc exempté d'efficacité au travail. Au nom de la démocratie. Voilà, voilà. C'est bon. Voilà. Ça s'appelle un mot du streamer. C'est très commun. Tout le monde fait ça. Les patrons comprennent très bien. Il n'y a pas de souci. Euh, J'ai peur du coup, est-ce que ça peut amener des émeutes dans les jours qui suivent l'élection? C'est possible. C'est possible, ça dépendra en grande partie des résultats et des conditions dans lesquelles se déroulent les votes. Hmm. Donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, le 5 novembre, émission Backseat spéciale élection américaine de 21 h à 4 heures du matin pour suivre tout le déroulé du vote jusqu'au résultat final. Émission spéciale en direct du Théâtre de la Concorde, c'est gratuit, inscrivez-vous et venez. Il y aura à bouffer, tout va bien, ne vous inquiétez pas, on prendra soin de vous. Et pour ceux qui peuvent pas, bah, c'est en direct sur Twitch. Le backseat qui claque, rien que pour vous. Euh, C'est vertigineux de se dire à quel point le monde entier retient son souffle en attendant les résultats, vu comme la personne élue peut tout changer. Ouais, ouais, absolument. Non, non, c'est vraiment l'élection de tous les risques, hein. L'élection de tous les risques. Personne ne sait à quoi s'attendre. Si Donald Trump revient au pouvoir, il a promis un nombre de trucs assez faramineux. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout, etc. Si Kamala Harris maintient le pouvoir, est-ce qu'elle réussira à garder la cohésion d'un pays divisé comme jamais? Est-ce que Donald Trump va contester à nouveau les résultats si jamais il perd? Enfin, toutes ces questions-là sont ouvertes et tout le monde flippe, quoi. J'ai une question, Elon Musk et sa loterie corruption de vote, c'est légal ou pas? Elon Musk, pour ceux qui ne le savent pas, fondateur de Tesla, de SpaceX, tout ça. Non, pas fondateur de Tesla, mais propriétaire de Tesla. Bref, mania américain de la tech. Il apporte son soutien à Donald Trump depuis plusieurs semaines maintenant. Et dans la ferveur de son soutien à Donald Trump, il a annoncé qu'il verserait 1 million de dollars tous les jours pour inciter à la signature d'une pétition qui appelle à voter pour Donald Trump. La question se pose de savoir si ça peut être constitutif d'un délit d'achat de voix, achat de vote. Alors, je sais que c'est illégal en France, l'achat de vote. Je ne sais pas du tout si c'est illégal aux États-Unis. Je ne connais pas la législation américaine. Voilà. Ah oui, c'est aussi le patron de Twitter, Donald Trump. Elon Musk, pardon. Une belle personne, une belle personne. Pour ceux qui connaissent pas, une belle personne. Hmm. Donc voilà. Un constitutionnaliste américain, le Jean Massier local, disait que c'était illégal.
Peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas la législation américaine, je ne sais pas s'il y a un précédent sur le sujet, voilà, je sais pas. Payer des gens pour qu'ils signent une pétition, est-ce que ça peut être assimilable à un achat de vote? Ce sera probablement à la justice américaine de trancher. Euh, Il semblerait que la pétition soit suffisamment large pour que ça soit illégal, ça ne nomme pas Trump. Ok. Eh bien écoutez, ça promet un débat passionnant devant les tribunaux américains, mon stream n'étant pas un tribunal américain, malheureusement. Mais vous pouvez quand même m'appeler votre honneur. Vous n'avez pas le droit de faire des objections. On va pas commencer. Je vous connais. Euh, Qu'en sera-t-il maintenant, sachant qu'il a un peu viré tout le monde de garde-fous ensemble? Mais non, mais tu as raison, oui, bien sûr, la question des contre-pouvoirs aux États-Unis est importante. Euh, Bonjour, je viens d'arriver, j'ai raté l'annonce. Ouais, t'as raté l'annonce. C'est le 5 novembre prochain, émission Backseat spéciale de 21h à 4h du mat pour suivre en direct les résultats de l'élection présidentielle américaine. Voilà, venez, ça va être bien. Point d'exclamation annonce dans le chat. Euh, Vous allez tenir jusqu'à 4h du mat? Bon, on va se relayer. On va se relayer. Barack Obama en invité spécial sur Backseat. Exactement. Inscription faite. Let's go, Raphaël. Il y aura qui L'émission est faite, donc c'est une émission Backseat, vous y retrouverez les chroniqueurs de Backseat bien entendu, mais l'émission est faite en partenariat avec le 1 Hebdo et la Fondation Jean Jaurès qui vont nous mettre à disposition du jus de cerveau, donc des personnes compétentes, calées, des chercheurs, des experts, des journalistes qui vont venir eux aussi se relayer sur le plateau de Backseat pour répondre à plein de questions et analyser avec nous cette élection de tous les dangers. Hum, J'habite aux US, je te suivrai pendant la soirée électorale. Ah, ça fait plaisir. Les intraveineuses de café sont fournies. Il y aura du café sur place au théâtre de la Concorde pour ceux qui viennent. Et pour les autres, ce sera chez vous, dans votre cafetière, que vous vous ferez un bon café que vous dégusterez au fur et à mesure de la soirée. Je veux personne qui dort avant 4h du mat, je veux rien savoir. Hmm, On pourra être en plateau, il y aura un petit-déj après. Il n'y aura pas de petit-déj, non. Je crois pas. J'en sais rien. Je vais demander si on a prévu des croissants à 4h du mat. Euh, Si Trump gagne, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Pour toi, personnellement, peut-être pas tout de suite. Si tu es une femme aux États-Unis, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, il y a le risque non négligeable d'une interdiction fédérale de l'interruption volontaire de grossesse. Ça peut changer ta vie. Ouais, ouais. J'ai déjà une soirée de prévue, mais je pense qu'on peut inviter Backseat. Bah, tu mets Backseat sur la télé de la soirée. C'était une soirée dans un appart, tu mets Backseat sur la télé. Si tu es ukrainien aussi, ça peut changer quelque chose, l'élection de Donald Trump, oui. On n'est pas sûr du maintien du soutien de Donald Trump à l'Ukraine. Je pense qu'il y en a un qui va suivre la soirée électorale de près, c'est Vladimir Poutine, qui a un intérêt évident dans cette élection. Hum,
Pour la Palestine, la question est de savoir si Donald Trump lui soutient Israël, hein, sans discussion là-dessus. Euh, Kamala Harris, il y a toute la gauche du Parti démocrate qui proteste contre les livraisons d'armes par les États-Unis au gouvernement d'Israël. Donc peut-être qu'elle sera, si elle devient présidente des États-Unis, peut-être qu'elle sera mise sous contrainte par la gauche de son parti pour hausser le ton et tordre le bras à Benjamin Netanyahou. C'est possible. Et historiquement, le Parti démocrate américain soutient Israël. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu une femme présidente aux USA? Non, non, tu as raison, j'avais zappé, mais il n'y a jamais eu de femme présidente des États-Unis d'Amérique. Si Kamala Harris d'aventure était élue, elle serait la première femme présidente. Euh, Première femme racisée. Par ailleurs, première femme racisée. Alors, il y a Barack Obama avant elle, qui était un président, premier président noir. Mais oui, oui, tu as raison. Oui, oui, noire et femme. C'est vrai, c'est vrai. T'as des trucs dans ta barbe. Ah merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, c'est juste de la barbe de couleur. C'est absolument dégueulasse ce qui est en train de se passer. Merci Bersub. C'est quoi cette merde? Terminé. Ouais, c'est le meilleur moment pour un raid en plus. Euh... De quoi on parlait? Ah, on parlait de la présidentielle américaine. On parlait de la présidentielle américaine que vous allez toutes et tous suivre, hein. Attention, hein. Le 5 novembre, à partir de 21 h jusqu'à 4 h du mat. On va vous tenir éveillés. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Non mais rien, hein, non, non, non mais rien. À part ça, c'est un stream posé aujourd'hui, hein, si vous voulez qu'on discute. Enfin, moi je suis chaud pour papoter avec vous parce que je vous aime bien. Après voilà, vous pouvez ne pas m'aimer. Voilà. Est-ce qu'il y aura les cartes bleues et rouges avec les scénarios possibles au fil de la soirée? Ouais, on est en train de bosser là-dessus. Comment ça va, Jean Massier? Bah, ça va. Ça va, Imhotep, et toi? On est bien, là. Euh, On en parle du projet de loi sur la Sécu qui a été rejeté à l'unanimité. Ah oui, c'est chelou ce truc-là, j'ai pas compris. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a été rejeté par la commission des finances à l'unanimité. J'ai pas bien compris. Pourquoi tout le monde a voté contre? C'est quoi le... C'est quoi le... Attends. Même le mec qui l'a fait a voté contre. Ouais, non, mais voilà, c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Putain, mais j'arrive pas à trouver un article. J'arrive pas à trouver... On cherche. Hmm.
Attends. C'est bon, j'ai trouvé un article du Figaro. J'ai trouvé un article du Figaro. Les députés rejettent à l'unanimité en commission le projet de budget de la sécurité sociale. La commission des affaires sociales avait déjà retiré cette semaine plusieurs mesures clés du projet de loi de financement de la sécurité sociale, notamment la refonte des cotisations patronales et le gel des pensions de retraite. Ça, d'accord. Les députés de la commission des affaires sociales ont rejeté vendredi à l'unanimité la partie recettes du projet de budget de la sécurité sociale pour 2025, faisant ainsi tomber l'ensemble du texte. Effectivement, quand vous dégagez les recettes, tout le texte tombe. Plusieurs mesures clés avaient déjà été supprimées cette semaine. La Commission a ainsi retoqué la refonte des cotisations patronales et le gel des pensions de retraite voulues par le gouvernement pour dégager chacune 4 milliards d'euros d'économies. La gauche a en outre fait passer divers taxes sur la fortune des milliardaires, les super-profits, les dividendes et les retraites chapeaux pour enflouer les caisses avec des milliards d'euros de ressources supplémentaires. Des modifications profondes qui avaient conduit à la Commission à rejeter jeudi la partie recette du texte avant donc de voter le volet dépenses. Au passage, les députés ont repoussé l'objectif de dépenses de l'assurance maladie, pilier du texte, avec l'avis favorable du rapporteur Yannick Neuder, afin d'envoyer un message au gouvernement. Une situation inédite qui démontre qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, a réagi le socialiste Jérôme Guedj, inquiet de n'avoir pas eu le début de commencement d'un point d'atterrissage par l'exécutif. Il y a vraiment une fronde qui dépasse le nouveau Front populaire, a souligné l'écologiste Sandrine Rousseau, disant espérer que le gouvernement va l'entendre. Lorsque le budget de Michel Barnier est arrivé en commission, il n'avait aucun soutien. Maintenant, il repart, il n'a que des adversaires, a insisté l'insoumis Adrien Clouet. Pour des raisons différentes, les groupes se sont rejoints sur le non-vote, a nuancé le macroniste Stéphane Rist, jugeant qu'il faut revoir la copie et y apporter les modifications si on veut que le texte soit voté. Les délais sont cependant très contraints. Les députés ont jusqu'à 17h vendredi pour déposer leurs amendements en vue de la séance publique. Le débat dans l'hémicycle repartira lundi de la version initiale du projet de loi. Bah oui, puisque la commission n'a pas adopté. Ah pardon, attendez, j'avais laissé... Non, c'est bon. Ok, j'ai compris. En fait, les députés ont voté de la même manière, mais pas du tout pour les mêmes raisons. La gauche avait beaucoup modifié le projet du gouvernement en rajoutant plein d'amendements, mais il restait sans doute encore plein de trucs du gouvernement. Donc les macronistes ont voté contre le texte pour rejeter ce que la gauche avait apporté au texte, et la gauche a voté contre le texte pour rejeter ce que les macronistes avaient conservé dans le texte. En gros, le texte amendé ne satisfait personne et tout le monde vote contre. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ce que tu dis, Tassar Naël. C'est exactement ça. Donc les débats vont reprendre dans l'hémicycle à partir de la semaine prochaine. Et on verra ce que ça donne au final, mais on a de fortes chances d'avoir un 49-3 au bout du bout. C'est demain que tu viens à Clermont ou c'est un autre jour? C'est demain. Demain à 16h à la librairie Les Volcans. Venez. Le bon compromis, c'est quand personne n'est content. Exactement. Donc ouais, c'est ce qui s'est passé. Bon, de toute façon, ça ne fait que renforcer ce qu'on constate déjà depuis le début de l'examen des lois budgétaires cette année, c'est que le gouvernement est minoritaire, mais ça on le savait déjà, et que du coup un certain nombre d'amendements sont adoptés contre l'avis du gouvernement. Et en l'occurrence des amendements qui alourdissent les ressources, qui alourdissent les dépenses et qui augmentent les ressources. Donc on se dirige tout droit vers un 49-3 à la fin. Le 49.3 sera suivi d'une motion de censure. Le RN n'appuiera pas sur la censure tant que la proportionnelle ne sera pas passée. Effectivement, ce que tu dis est juste. Le Rassemblement national n'a pas l'intention de censurer le gouvernement de Michel Barnier. De toutes les manières, ce que veut le Rassemblement national, ce sont de nouvelles élections en juin prochain, donc élections législatives. Et surtout, ils veulent d'ici là obtenir le changement du mode de scrutin pour passer à un scrutin proportionnel. J'ai une question concernant le budget. À quoi servent les négociations en commission vu que le texte initial qui est présenté en hémicycle? Eh bien non, justement. C'est le texte initial qui est présenté en hémicycle que si la commission n'a pas réussi à statuer. Le but d'une commission, c'est justement de préparer les débats. On part du texte de la commission quand on est dans l'hémicycle, d'habitude. Mais pour ça, il faut que la commission adopte un texte. Tu vois ce que je veux dire?
Donc là, comme il n'y a pas de texte adopté, on repart du texte initial en séance publique. Tu penses que le gouvernement ne tombera pas après le 49.3 du coup? Non, je pense effectivement que le gouvernement va échapper au 49.3, oui, il va échapper à la motion de censure. Compte tenu du fait qu'il y a une majorité de députés dans l'hémicycle qui ne souhaitent pas le renverser. Ça ne veut pas dire qu'ils le soutiennent, mais ils ne veulent pas le renverser. Tant qu'il y aura ça, le gouvernement Barnier pourra continuer. Personne n'a d'intérêt à ce qu'il tombe vu que personne ne veut gouverner. Ah non, je suis pas d'accord avec toi, il y en a plein qui veulent gouverner. À la place de... Le RN veut gouverner. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus, le nouveau Front Populaire veut gouverner. Ils veulent gouverner, mais peu veulent gouverner dans les conditions actuelles. Ah bah si, le NFP, il est chaud. Hein. Le NFP, il est chaud pour aller trouver des compromis avec les macronistes. On avait reçu Lucie Castet sur le plateau de Backseat, vous vous souvenez, qui disait justement ça. Hein. Prête, let's go, hein. Prêt à gouverner. Ce n'est pas vrai, ça? C'est pas vrai qu'on a reçu Lucie Castet sur Backseat? Oh, je suis à peu près sûr que si. Si la motion de censure passe, Macron doit nommer un Premier ministre du groupe qui a déposé la motion. Alors, comment dire? Ce que tu dis est assez juste dans une logique habituelle du fait majoritaire de l'Assemblée nationale. S'il se trouve une motion de censure pour être votée par une majorité de députés, ça veut dire qu'une majorité de députés est tombée d'accord sur un axe commun minimum manifesté par une motion de censure. Ce serait donc la logique institutionnelle que le président de la République téléphone aux responsables de la motion de censure qui vient d'être adoptée pour leur dire « je vous invite à former un gouvernement ». Puisque vous avez une majorité à l'Assemblée. Puisque vous avez un gouvernement à l'Assemblée. Puisque vous avez une majorité, pardon. Puisque vous avez une majorité à l'Assemblée, alors vous allez composer un gouvernement. Seulement ça fonctionne quand il y a une homogénéité dans les opposants. Si vous perdez l'homogénéité des opposants, si vous vous retrouvez dans une situation comme celle où on est actuellement, où vous avez une opposition à l'extrême droite, une opposition à gauche, vous vous doutez bien que les deux vont pas se mettre d'accord pour former un gouvernement ensemble. Donc on repartirait pour un tour avec les mêmes difficultés que celles qu'on a eues la dernière fois pour nommer un nouveau gouvernement. Alors peut-être que cette fois-ci, Emmanuel Macron se tournera vers le NFP et nommera Lucie Castet, en lui disant bon courage pour trouver une majorité. L'opposition d'extrême droite qui vote les amendements macronistes. Ouais, et qui vote aussi des amendements de la gauche. C'est fou ça. T'as entendu qu'un groupe de 20 députés Ensemble, Modem et Lyot veulent créer un groupe social-démocrate à l'Assemblée nationale? Non. J'ai pas entendu parler de ça, mais je suis curieux de savoir qui y a dans ce groupe. Et 20 députés, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour la gauche. C'est pas assez pour constituer un groupe. Si. Si. Pour constituer un groupe, il faut 20 députés. Il faut 15 députés, pardon, excuse-moi. Le seuil, c'est 15.
Alors, il y a un groupe, il y a hop. On a un article de Libé. Merci Dart pour l'article. On va lire ça. À l'Assemblée, un embryon de groupe social-démocrate acte la fin du dépassement de Macron. Des macronistes de la première heure ont annoncé le mercredi 23 octobre le lancement d'un collectif censé attirer des déçus du socle commun gouvernemental. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai roté en lisant gouvernement. Pardon, excuse-moi Michel Barnier, c'est pas contre toi, hein, rien de personnel. Censé attirer les déçus du socle commun gouvernemental et des frondeurs socialistes anti-LFI. Ah. Donc c'était mercredi 23. Putain, c'était il y a 2 jours, je suis passé à côté de ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais comment j'ai pu passer à côté? Toi aussi le socle commun te fait cet effet-là. Mais oui. Ceci n'est pas un groupe, du moins pas encore. Appelez donc ça un collectif. Rescapé de la dissolution, une poignée de macronistes emmenés par Sacha Houlié et soutenus par des socialistes en rupture avec le parti tentent depuis des semaines de mettre sur pied un 12e groupe parlementaire à l'Assemblée. L'entreprise a accouché d'un collectif social-démocrate dont l'idée est de rassembler une sensibilité de centre-gauche dispersée dans l'hémicycle. Selon Stella Dupont, députée du Maine-et-Loire, figure de l'aileron gauche de la Macronie. J'adore les députés, les journalistes de Libé. C'est toujours très. Les tacles sont glissés. Je trouve ça très rigolo. GG Libé. Hein. En vrai, GG Libé. Figure de l'aileron gauche de la Macronie, l'élu a quitté le groupe Ensemble pour la République début octobre, froissé par la composition du gouvernement de Michel Barnier et en désaccord sur le sujet de la fiscalité. Le dit collectif, qui compte une vingtaine de membres, entend défendre des amendements communs lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025. Une dizaine d'amendements a été travaillée lors de réunions hebdomadaires du collectif le mercredi, visant notamment à taxer les dividendes ou à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières, le tout dans une logique qui vise à demander davantage aux plus fortunés sans matraquage fiscal, dixit Stella Dupont, qui siège désormais avec les non-inscrits. On souhaite réduire l'effort demandé à tous les Français, complète l'élu du Maine-et-Loire, précisant que le collectif s'oppose à la taxe sur l'électricité et au report de l'indexation des retraites. Ouais. 2 points urticants du budget du gouvernement. Ouais. Bah ouais, ça les positionne à gauche. Hein. Ça les positionne à gauche, clairement. Parmi les signataires de ces amendements communs figurent donc les ex-macronistes Sacha Houlié et Stella Dupont, des élus EPR comme Éric Bothorel, Lionel Causse, Stéphane Buchou, Marie-Pierre Rixin, et apparentés EPR, Belkir Belhaddad, Éléonore Carrois et Stéphane Travers. D'Eliott, comme Harold Duwart, Martine Froger, ouais bah oui, Laurent Panifous, David Habib, évidemment ancien socialiste, et David Topiak, et un modem Hubert Hoth. Soit 15 députés, pile poil le seuil pour constituer un groupe. Les cadres du collectif assurent que les députés siégeant parmi les socialistes sont aussi dans le coup, mais gardent leur nom aussi secrètement que la recette du Coca-Cola. Il y a des frondeurs socialistes, croient savoir une collaboratrice d'un parlementaire EPR, membre du collectif. Compte tenu des députés macronistes qui se revendiquent de l'aile gauche depuis 2 ans, il est étonnant qu'ils n'aient pas encore réussi à constituer un groupe avec de seulement 15 députés parmi eux. Tic, un ancien conseiller PS, réfutant toute fronde dans le parti. Je suis assez d'accord. Hein. Je suis assez d'accord. Spectateurs de division guettant chaque camp au Palais Bourbon, ces députés espèrent surtout exfiltrer des collègues déçus, qui, soit venant du socle commun soutenant Michel Barnier, soit des camps socialistes ou écologistes en rupture avec la logique unitaire du nouveau Front populaire. Ça va grossir tout seul, veut croire Laurent Panifous, député Lyotte de l'Ariège. La différence entre le bloc central, c'est qu'on est d'accord sur le fond, vante ainsi Houlié. Tous actent d'une même foi la fin du dépassement, maître mot d'Emmanuel Macron en 2017. La dissolution, c'était la clarification. Plante Houlié, regrettant la confusion qu'a entretenu l'effacement du clivage entre la droite et la gauche. Il faut arriver à une autre étape du dépassement. Gauche et droite restent structurantes pour un repère pour les Français. Le dépassement trouble et perd tout le monde. Il faut revenir à quelque chose de clair, abonde Dupont, qui ajoute « Il faut passer du dépassement à l'esprit de coalition ». Ça mériterait qu'on le reçoive à nouveau sur Backseat, Sacha Houlié.
Parce qu'on l'avait déjà reçu, il était président de la commission des lois, tout ça, tout ça. Là, à mon avis, c'est... Ouais. Ce serait le moment. À l'Assemblée, cet attelage se voit comme un relais parlementaire, un porte-voix complémentaire des figures social-démocrates opposées à l'alliance avec la France insoumise. Une Dream Team, Dixit Houllier, allant de la patronne d'Occitanie Carole Delga, qui a réuni ses soutiens fin septembre à Bram, on en avait parlé, Raphaël Glucksmann, qui a joué un jeu trouble, non, qui a joué au même jeu début octobre en Gironde, en passant par le maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouamram, qui a lancé au même moment un mouvement politique. Sans oublier l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, autour duquel ont échangé une cinquantaine de parlementaires mardi soir à la questure du Sénat. Avant 2017, on était tous au PS, relève David Habib, député Lyotte des Pyrénées-Atlantiques. On a considéré aujourd'hui qu'il était temps de recomposer cette gauche de gouvernement. Il n'y a pas de destin pour la gauche aux côtés de la France insoumise. Poids-plume en face des deux blocs centrales du NFP. Le collectif social-démocrate caresse tout de même l'idée de se reconstituer en groupe, ce qui au Palais Bourbon est synonyme de moyens financiers, de conseillers, de temps de parole supplémentaires. C'est une force de travail qu'on vient du pont qui ajoute « On fait le choix de la solidité de nos fondations, on a vu des groupes se constituer et ne pas perdurer ». Et ça, c'est une réflexion, c'est dommage que l'article de Libé ne le mentionne pas, c'est un clin d'œil direct au groupe, comment il s'appelait, le groupe des écolos là. Pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a une quinzaine de députés macronistes qui se sont cassés de la Macronie pour créer un groupe écologiste, éphémère parce qu'il n'a duré que 2 ans, le groupe EDS. Merci beaucoup, le groupe EDS. Ça voulait dire Écologie, Démocratie, Solidarité. C'était une tentative, effectivement, de créer un groupe à la gauche de la Macronie. Et ça a tenu que 2 ans. Donc effectivement, alors non seulement, pardon, ça n'a tenu que 2 ans, mais en plus de ça, tous les députés qui étaient dans ce groupe ont été virés aux élections législatives. Donc, effectivement, je comprends les députés qui sont moyennement chauds pour se lancer dans cette aventure. Quoi, des purges au sein de la Macronie? Ah non, c'était pas des purges. Là, ça, c'est des gens qui ont décidé de se barrer du parti. C'est pas tout à fait pareil. Ils n'ont pas été virés par les macronistes. Par contre, il faut être très clair. Si vous quittez un groupe à l'Assemblée nationale, vous vous attendez à ce que dans votre circonscription à la prochaine élection, il y ait un candidat de votre ancien groupe qui soit face à vous. C'est ça le... C'est à vos risques et périls. Du coup, ils se sont pas présentés aux législatives. Si, il y en a plein qui sont présentés aux législatives, mais ils avaient face à eux des candidats investis par les différentes formations politiques. Que ce soit la NUPES, que ce soit la Macronie, etc. Donc ils se sont fait laminer. Donc effectivement, c'est à vos risques et périls de quitter votre groupe à l'Assemblée nationale. En tout cas, on sent qu'effectivement, ça s'agite du côté de la droite du Parti socialiste, où il y a de plus en plus de velléités. Alors, on sait qu'en interne au PS, ça grince avec François Hollande, qui veut une nouvelle direction du Parti socialiste moins favorable à la France insoumise. Et en extérieur du Parti socialiste, effectivement, il y a Carole Delga aussi à l'intérieur, pardon. Bah, à l'extérieur du parti, il y a Bernard Cazeneuve, il y a Raphaël Glucksmann, il y a David Habib, effectivement. Donc voilà, quoi. Et tout le monde sait que les prochaines élections, c'est bientôt. Oui, tu as raison. Oui, en plus. En plus, tu as raison. Les gens se disent que la prochaine élection, elle sera pas dans 5 ans. Elle sera probablement plutôt dans 6 mois. Un peu plus. Oui, un peu plus quand même. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais. 7 mois. Aucun rapport, mais tu penses quoi de Antoine Léaumont? Mon frère jumeau?
Je trouve qu'il a une tête à claque, vu qu'il me ressemble. En plus, c'est pas vrai, il a un petit dégradé là depuis la rentrée. La fraîcheur. La fraîcheur du mec. Euh, Quelles sont les conditions pour avoir une nouvelle élection présidentielle dans 7 mois? Présidentielle? Eh ben la démission du président de la République. Ou sa destitution. Hmm. Ou sa mort. Ou sa mort, oui, 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 vous avez raison. Ou le décès. Le décès conduira le Conseil constitutionnel à constater la vacance du poste de président de la République et convoquera dès lors de nouvelles élections présidentielles. Le président du Sénat, pendant ce temps-là, assurera l'intérim des fonctions. Pas toutes, mais une grande partie. Réalistiquement, Macron ne démissionnera jamais et ne sera jamais destitué. Ah oui, bah, c'est-à-dire que oui, c'est fort peu probable, ce que je suis en train de vous dire. La destitution d'Emmanuel Macron, elle est totalement improbable. Les Insoumis l'ont proposé, ça a été voté que par les Insoumis, à peu près. Bon, bah, terminé, hein. Fin de la blague. La démission, rien n'indique qu'Emmanuel Macron soit en passe de présenter sa démission. Voilà. Et le décès, écoutez, il m'a l'air en bonne santé, le bonhomme. Qu'est-ce que je vous dise? Il a l'air en bonne santé. Et après, les accidents de la vie, tout ça. La dissolution était un peu improbable aussi. Ah ouais? À la dissolution, moi j'ai le souvenir d'un streamer politique à l'époque, je sais plus comment il s'appelait, une tête à claque, qui disait dissolution, bah, et puis quoi encore? Non mais ça va pas ou quoi? Il va jamais dissoudre. Voilà, je me souviens, il disait ça le mec. Hum. Donc voilà, c'était Antoine Léaumont. Est-ce que c'est vrai l'article de l'Express que Macron a dissous l'Assemblée parce qu'il était jaloux d'Attal? Non, pas du tout. Non. Tu disais pas ça exactement, tu disais il va pas dissoudre, ce serait complètement con, il n'y a aucun intérêt. Oui, c'est ça. Moi je trouvais ça improbable la dissolution, parce que je voyais pas quel était l'intérêt d'Emmanuel Macron là-dedans. Il pensait pas que la gauche ferait front. Non, il pensait pas que la gauche ferait front et il a réussi à fracturer les Républicains en deux. Jean Massier, ça ressemble à Jean Massé qui était aviateur. Non, Jean Massé n'était pas aviateur. Jean Massé, c'est le fondateur de la Ligue de l'enseignement. Tu confonds avec Jean Mermoz. Jean Massé, c'est un très grand monsieur, hein. Au milieu du 19e siècle, il faisait des souscriptions. Souscription, c'est le mot avant financement participatif, mais ça veut dire la même chose. Il faisait des souscriptions pour ouvrir des bibliothèques, Jean Massé. Il était pour l'éducation populaire et donc il favorisait la lecture dans les villages français dans lesquels vous vous doutez bien que dans beaucoup de villages, il n'y avait qu'un seul livre, la Bible, et un seul lecteur du livre, évidemment, le prêtre. Et donc, pour défendre la République et la démocratie, lui, il faisait des souscriptions pour ouvrir des bibliothèques. Voilà.
Et ensuite, il a fondé la Ligue de l'enseignement. Et attends, je vérifie Jean Mermoz. Ouais, c'était Jean Mermoz, l'aviateur. Qui est mort en 36. Ouais. Top les bibliothèques si on ne sait pas lire. Bah détrompe-toi, l'alphabétisme commençait déjà à progresser à l'époque. C'était d'ailleurs le constat de Jean Massé, qui constatait que les Français savaient de plus en plus lire, mais qu'ils n'avaient rien à lire. Donc il fallait travailler dans l'édition, il fallait diffuser le savoir, diffuser les livres, diffuser les connaissances, diffuser les revues, etc. etc. Il voulait pas diffuser des streams. Non, il avait peur des caméras. Jusqu'en 1976, il y avait des logos sur les bulletins de vote pour que les analphabètes puissent voter. C'est encore le cas aujourd'hui pour plein d'élections, hein, je te rappelle. Les bulletins de vote pour les élections européennes, pour les élections régionales, pour les élections municipales dans beaucoup de communes, c'est des bulletins avec des couleurs et des logos. Pour les législatives aussi, d'ailleurs. Je me souviens, dans mon bureau de vote. Peut-être pas dans tous les bureaux de vote. Mais moi, dans mon bureau de vote, je crois bien que les bulletins, ils étaient en couleur. Hein. T'avais même la photo du député et de son suppléant. Ton chat est immobile derrière toi depuis 50 minutes, c'est normal. Euh... Regarde bien, il va se mettre à bouger. Hmm. Attendez, excusez-moi. Hop. Je confirme que les listes choisissent de faire couleur ou noir ou blanc. Ouais, t'as le choix. Ou une seule couleur, ouais, j'ai déjà vu une seule couleur, ouais. C'est Oulier qui lui envoie des textos. Ouais, c'est Sacha. Excuse-moi ma poule, je peux pas te répondre là, je suis en stream. Euh, Une question de budget aussi, ouais, absolument. Absolument. Parfois ça coûte bonbon. Eh, je vous rappelle, ceux qui sont arrivés entre-temps, je vous rappelle la grosse annonce de ce stream quand même, hein, excusez-moi, mais grosse annonce. Vous notez dans votre agenda, le 5 novembre prochain, c'est la présidentielle américaine. On fait une émission Backseat spéciale présidentielle américaine de 21h à 4h du matin jusqu'au résultat. Donc vous faites du café chez vous, je veux rien savoir, vous ne dormez pas, vous restez collés sur Backseat, vous suivez avec nous cette soirée exceptionnelle, 21h à 4h du mat. Mettez-le dans votre agenda. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ceux qui sont à Paris en Île-de-France, vous venez sur place, parce qu'on fait ça au théâtre de la Concorde. Il y aura de la place, il y aura du monde, ça va être trop marrant. Il y aura à bouffer, il y aura des stands, des food trucks, des trucs comme ça. On est en train d'organiser tout ça. Donc voilà. Et surtout, on sera en partenariat avec le 1 Hebdo et la Fondation Jean Jaurès qui vont venir avec nous sur le plateau pour répondre à toutes nos questions sur le système politique américain, sur la campagne américaine, sur les candidats, comment ça se déroule, où est-ce qu'on en est, etc., etc., etc. Comment on prend les places? Tu fais point d'exclamation place, point d'exclamation annonce pardon, dans le chat, tu cliques sur le lien, tu t'inscris, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Et tu ramènes ton petit cul. Et ramenez vos potes aussi, hein, tant qu'à faire, ramenez vos frères, vos sœurs, ramenez les copains. Voilà, si vous avez peur de... Ah oui, tiens d'ailleurs, si vous avez peur de venir tout seul, parce que je peux comprendre,
La trouille de se déplacer tout seul à un événement, on connaît que le streamer, je connais personne et tout. Vous inquiétez pas, venez. Ça va être trop de la balle, il y a plein de gens qui viennent tout seuls. C'est comme à Backseat, hein, il y a plein de gens qui viennent tout seuls. Vous trouverez sur place tout le matos nécessaire pour se faire des potes. Vous verrez. J'ai aucune inquiétude, vous allez discuter avec plein de gens et tout, ça va être super sympa. Hum, Qui sont les chroniqueurs, les mêmes que d'habitude, où il y a des experts politiques US? Les deux. Vous retrouverez des chroniqueurs et des chroniqueuses de Backseat que vous connaissez déjà, mais il y aura sur le plateau plein d'autres gens qui sont des journalistes, qui sont des chercheurs, qui sont des experts, qui sont des gens qui ont plein de choses à nous apprendre sur la présidentielle américaine. Il y aura une rotation, de toute façon, on va pas rester de 21h à 4h du matin. Il y a beaucoup de gens qui vont bouger. Voilà. Il y aura Corentin Célin. Je suis pas sûr, je crois pas. On est encore en train d'organiser tout ça, mais inquiétez pas. On aura aussi des duplex en direct des États-Unis d'Amérique. Hum. J'ai une question un peu pragmatique pour les PMR. Est-ce que ce sera possible de venir et surtout de pouvoir se lever si la position assise prolongée est pénible? C'est une excellente question que tu me poses. Autant je sais te répondre pour le studio de Backseat qui est accessible PMR 100%, autant le théâtre de la Concorde, je n'ai pas cette information. Je pense que tu peux envoyer un mail à publicbackseat@gmail.com. Je crois que c'est toujours ça l'adresse. C'est Thomas, le régisseur de Backseat, qui répond au mail et il lui saura te répondre. Ah, il y a Raphaël qui dit que c'est accessible le théâtre de la Concorde. Raphaël, qui est une élue parisienne, donc à mon avis, elle s'y connaît plus que moi. Euh, Voilà. Écoute, je sais pas, demande à Thomas et pour être sûr. Est-ce que tout le monde sera là? Ah, il y aura que les meilleurs. C'est pas compliqué, il y aura que les meilleurs. Le théâtre de la Concorde le 5 novembre à partir de 21h et jusqu'à 4h du mat, il y aura que la crème de la crème. C'est-à-dire que des personnes absolument splendides physiquement, absolument brillantes intellectuellement, extrêmement joyeuses et amicales. Donc vraiment, mais que du top. Et il y aura aussi Raphaël Rémy Leleu. Oh le bâtard. Pardon. Pardon. Non, 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 elle était nulle. Je la refais pas. Et 100% sur Twitch. Et tout sera sur Twitch de 21h à 4h du mat. Le théâtre de la Concorde, c'est juste en face de l'ambassade américaine en plus. Absolument. Absolument, le théâtre de la Concorde, c'est juste à côté de l'ambassade américaine, du palais de l'Élysée, des Champs-Élysées, de la place de la Concorde, de la place du Général de Gaulle. Ouais, ouais, on est dans le tiers-quart. On est au bon endroit. Vous inquiétez pas. C'est trop tentant de venir, mais chaud à Calais. Eh, vous n'êtes pas obligé d'arriver à 21h, hein. Si c'est chaud, si vous avez une soirée avant, etc., vous pouvez arriver à 22h, 23h, vous pouvez arriver à 3h du mat si vous voulez. Enfin, voilà. Il y aura un quiz à la con. Oui. Oui, oui, oui. Faut poser une journée le lendemain. Non, c'est pas nécessaire de poser une journée. Vous pouvez aller au travail un peu fatigué. 2 heures de sommeil easy. T'es une mauvaise influence, Jean. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Je vous ai rien influencé. Allez faire votre SNU. Je suis influenceur gouvernemental, moi. Euh,
peuvent pas décaler leur élection plus tôt? Bah non, non, c'est chaud, c'est compliqué. Le lendemain, je serai en formation syndicale, donc je regarderai pas à 100%. Tu les suis, les formations syndicales? Tu peux roupiller au fond de la classe, sinon. Jean, vous écrivez un mot sur votre carnet de correspondance. Font chier les syndicats, dit-il en profitant de ses semaines de congés payés. En réajustant ses lunettes de soleil à la plage. Euh, D'ailleurs, pourquoi les élections US ne se font pas le week-end? C'est une très bonne question, je ne sais pas. Il y aura les résultats le soir même, il ne faut pas attendre quelques jours pour les avoir, surtout si ça s'annonce ultra serré. Bah, au fur et à mesure du dépouillement des différents États, on connaît la couleur des grands électeurs. C'est ça qu'on compte, hein, c'est le nombre de grands électeurs. Et il faut qu'il y ait une majorité absolue de grands électeurs pour élire le président ou la présidente. Donc c'est ça qu'on connaît au fur et à mesure de la nuit. Hum, Un pronostic sur le futur président US? Moi, un pronostic? Pour moi, ce sera soit Donald Trump, soit Kamala Harris. Mais je peux me tromper. À prendre avec des pincettes. Hum. Euh, Pourquoi le système électoral américain est basé sur des grands électeurs? Alors, attention, tu ne parles que de l'élection présidentielle américaine. Parce que c'est un État fédéral. C'est un État fédéral. Chaque État envoie des délégués voter pour le président des États-Unis d'Amérique. C'est un système hérité, hein, évidemment. C'est une tradition constitutionnelle qui a été conservée, qui a été renforcée au 19e siècle, etc. Donc on continue sur le même mode de fonctionnement. Mais c'est un système fédéral. Voilà. Mauvais pronostic, ce sera soit Kamala Harris, soit Donald Trump. Écoute, on verra qui de toi ou moi a raison le 5 novembre prochain. On verra. Et toi, je veux te voir dans le chat à 4 heures du matin. Attention, hein. Système un peu éclaté, non? Éclater le système américain? Écoute, je vois pas ce que nous, les Français, qui élisons notre président de la République au suffrage universel direct, on a à donner comme conseil à qui que ce soit à la surface de la planète. Alors vraiment, si on pouvait s'abstenir de donner des leçons en matière de système électoral, je pense que ce serait bien apprécié. Je pense que ce sera un démocrate ou un républicain. On verra. Il n'y a aucune chance que le président américain dissolve l'Assemblée nationale. T'imagines? Ces délégués font-ils autre chose qu'élire le président? À ma connaissance, non. Mais je ne connais pas les subtilités du système, mais à ma connaissance, les délégués désignés lors des élections présidentielles américaines ne font rien d'autre que voter pour le président. Ils sont pas membres du Congrès, ils sont pas sénateurs évidemment. Enfin, tu vois, donc.
C'est quoi tes griefs contre notre système de vote? No offense, je suis curieux. Non, non, attendez, j'ai aucun grief contre le système de vote. J'ai un grief contre le fait qu'on élise notre président de la République au suffrage universel direct, ce qui lui donne un pouvoir beaucoup trop important dans cette 5e République qui est trop présidentialisée et pas assez parlementaire. Et la critique que je suis en train de porter, c'est une critique classique, basique, bêtement de gauche, qui existe depuis 70 ans. J'ai pas inventé la poudre, ni l'eau tiède, ni le fil à couper le beurre, du cheval, des sabots, bref. Donc nous, les Français, on est pris d'une fièvre débile tous les 5 ans qui consiste à chercher le nouveau Messie qui va nous sauver. On a inventé ce système, grâce à ce cher Charlie de Gaulle, et ça commence à péter les burnes. Donc, après, pour le coup, nous, on a un avantage que les Américains n'ont pas. C'est vrai, il faut le reconnaître, c'est le multipartisme. C'est-à-dire qu'au premier tour de l'élection présidentielle, on a un choix entre une gamme de candidats très large. Ça, il faut reconnaître. Ça, en France, on a des communistes révolutionnaires jusqu'aux fascistes, en passant par tout un nuancier de gauche, tout un nuancier de centre, ça dépend des élections, et tout un nuancier de droite et d'extrême droite. Aux États-Unis, leur système politique fonctionne sur un bipartisme, qui est structurel. Parti démocrate et le parti républicain. Et je comprends que les Américains puissent être un peu saoulés du cul de n'avoir que ces deux choix depuis tant d'années. Après, attention, parce qu'en France, il nous est arrivé d'avoir un bipartisme, qui était le résultat des urnes, pas le résultat du système. Mais voilà, en France, on a eu un grand parti de gauche structurant et un grand parti de droite structurant, qui se sont échangés le pouvoir pendant très longtemps. De 81 à 2017. C'est quand même beaucoup. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres partis qui existaient, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres partis qui avaient l'influence, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres candidats, etc. Mais on a eu un fonctionnement bipartisan. Et là, vous m'accorderez qu'il est un peu parti en couille, le système bipartisan, depuis quelques années, particulièrement depuis juin dernier, où là, on est sur un parlement arc-en-ciel. Moi, j'ai commencé ma vie politique, citoyenne. T'avais un giga parti de droite et un giga parti de gauche. Point barre. C'était ça l'Assemblée. C'était ça l'Assemblée. Bon. Bah ça a changé. Maintenant, c'est le bordel. On a 4 groupes de gauche, potentiellement un 5e qui va popper bientôt. On a 3 groupes macronistes. On a 2 groupes de droite républicaine. Et un grand groupe d'extrême droite. Eh ben... On est à 11 groupes à l'Assemblée nationale. Et les communistes. Ah, t'as raison, il y avait toujours les communistes à l'Assemblée. Il y avait toujours les communistes à l'Assemblée. Il y a toujours un groupe communiste à l'Assemblée depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, je vous rappelle. Il y a toujours eu un groupe de communistes. Il a été plus ou moins bien garni. Ces dernières années, il est plutôt moins que bien. Mais c'est le groupe communiste. Il est toujours là. Un 5e groupe de gauche, je suis pas au courant. Écoute, moi non plus, je l'étais pas, mais on a lu, avant que tu arrives dans le chat, on a lu un article de Libé qui raconte qu'effectivement, il y a des tractations actuellement à l'Assemblée nationale d'un certain nombre de députés sociodémocrates, pour beaucoup issus de la Macronie, qui seraient potentiellement prêts à franchir le Rubicon et à créer leur propre groupe social-démocrate à l'Assemblée nationale. Euh, et, euh,
Et si d'aventure ça arrivait, ils seraient accueillis par la gauche à bras ouverts, qui leur souhaiterait bienvenue en les insultant copieusement sur Twitter. Je pense que c'est à peu près l'accueil qui va leur être réservé. Voilà. La gauche vit bien, toujours. Tout roule. Ce qui montrera du coup une capacité à gouverner ensemble assez spectaculaire. Le gouvernement de Lucie Castet, ça va être drôle à suivre. Hmm. Non, ça va être. Non, non, la gauche va bien, la gauche vit bien. Il y a une bonne ambiance. J'imagine qu'il ne serait pas dans le NFP. Non. Attendez, le NFP est une alliance électorale. L'élection a eu lieu en juin dernier. Ça n'a rien à voir avec les groupes composés à l'Assemblée nationale. Tu peux pas adhérer ou pas au NFP. Ah, remarque, si, attends, je dis ça, mais il y a une coordination intergroupe du NFP qui existe. Il y a des boucles WhatsApp. Je suis pas sûr que Sacha Houlier fera son entrée dans les boucles WhatsApp du NFP. Par contre, il fera son entrée au gouvernement de Lucie Castet, ça c'est sûr. À un moment donné, il va falloir l'intégrer dans la boucle WhatsApp. Hein. Est-ce que la création de ce groupe de gauche n'est pas l'élan qu'il faut pour Glucksmann et son mouvement pour décoller? Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Le problème du mouvement de Raphaël Glucksmann n'est pas tant un problème parlementaire, parce qu'il est absent du Parlement, il n'a qu'un seul député, qu'un problème populaire. Le mouvement de Raphaël Glucksmann n'est pas encore un parti politique de masse structuré, avec des adhérents, avec une vie locale, avec une capacité à présenter des candidats dans toutes les circonscriptions du pays, etc., etc., etc. Le fait que Sacha Houlier et ses potes créent un groupe à l'Assemblée nationale, je vois pas très bien ce que ça peut aider ou pas Raphaël Glucksmann. Ça rajoute effectivement un peu de poids à la social-démocratie, et ça peut être l'élément de départ qui peut permettre de favoriser la structuration d'un mouvement de gauche non NFP anti-insoumis. Mais le problème, c'est que Raphaël Glucksmann, là, il est dans un terrain bouché. Parce qu'il y a du monde sur ce petit terrain-là, le petit terrain de la social-démocratie, qui est coincé entre le macronisme d'un côté et le Parti socialiste de l'autre. Il y a un peu beaucoup de monde. Alors soit ils réussissent à se fédérer tous ensemble dans un nouveau parti qui bénéficie d'un élan formidable et il réussit à faire un grand nombre de pourcents des voix aux prochaines élections. Bravo à lui, courage. Why not? Ça peut exister, ça peut arriver, c'est déjà arrivé, voilà, on verra. Soit au contraire, ça va juste être plein de petites chapelles qui se disent plus social-démocrates les unes que les autres et qui en fait font des guéguerres à Paris parce qu'en fait fondamentalement il n'y a qu'à Paris que ça existe cette merde-là. Et c'est pas gentil de ma part de parler de merde, c'est juste un camp politique. Voilà quoi. Le PS c'est pas SOSDEM? Non, tu confonds, LFI c'est SOSDEM. C'est pas pareil. Que pèse place publique sans le PS? Bah justement rien, en fait. Tu peux même, ouvrir en disant que pèse place publique sans Glucksmann. C'est ça la différence entre un parti. En fait, c'est ça la différence entre une structuration de politique autour d'un homme ou d'une femme et la structuration d'un parti politique autour d'un maillage serré de militants et d'organisations territorialisées. Il y a des partis qui survivent à leur leader. Il y a des partis qui sont des structures. Le Parti socialiste, les Républicains, le Parti communiste, ce sont des grosses structures qui existent depuis très longtemps et qui voient se succéder des générations à sa tête. Il y a d'autres partis qui sont créés par un homme ou une femme, qui est un leader charismatique
et qui va porter ce parti, notamment à l'élection présidentielle, autour de la candidature d'un homme ou d'une femme. La France Insoumise, par exemple. La République En Marche, qui aujourd'hui s'appelle Renaissance, enfin Ensemble pour la République. Le Rassemblement National, c'est un système bâtard, c'est un peu entre les deux. Parce que le Rassemblement National, il existe depuis les années 70, mais il a été dirigé par un leader charismatique jusque dans les années 2010, où là, c'est sa fille, qui s'appelle Marine Le Pen, qui a pris la suite. Donc, oui, le RN, bon, ça reste un parti à leader charismatique, c'est Marine Le Pen, point barre. Donc voilà. La France Insoumise est un mouvement, pas vraiment un parti. Oui, je sais, ils nous font le coup à chaque fois. Appeler ça un mouvement alors que c'est un parti. Mais c'est beaucoup Bardella aussi maintenant qu'ils essaient de propulser pareil. Oui, alors Bardella pour le poste de Premier ministre, oui. Enfin, tête de liste déjà aux européennes. Donc, pourquoi je vous disais ça? Oui, parce qu'on parlait de Raphaël Glucksmann. Clairement, en place publique, c'est Raphaël Glucksmann. Enfin, il y a un moment, les gens qui adhèrent à place publique le font parce qu'ils soutiennent Raphaël Glucksmann, pas par je sais pas quoi. Tu penses que LFI a une vraie stratégie pour les municipales? La dernière stratégie qu'ils avaient, c'était en 2020 et c'était de soutenir les listes citoyennes dans beaucoup de municipalités. Ça dépend aussi localement, etc. Bon, ça n'a pas marché du tout. Je ne sais pas du tout ce que va faire LFI pour les prochaines municipales. Il y a David Guiraud qui a annoncé sa candidature. Candidature à quoi? À la mairie de Roubaix. D'accord. Ok, ok, il est candidat à la mairie de Roubaix. Bah, écoute, très bien. Il est tête de liste, du coup, je suppose. Hmm. Tout mouvement au départ est le fait d'un homme leader. Oui, mais encore une fois, c'est une question de structuration et de durée dans le temps. C'est-à-dire que moi, je suis incapable de te dire qui est le fondateur du Parti radical. Tu vois. Tout ce que je sais, c'est que le Parti radical, il existe depuis plus d'un siècle. Bon, bah voilà. Donc oui, effectivement, d'un ce point de vue-là, l'UDF a été créé en grande partie par Valéry Giscard d'Estaing. Le Parti socialiste, c'est quand même le cycle d'Épinay de François Mitterrand. Mais avant ça, il y avait la SFIO qui a été fondée. C'est compliqué, qui c'est qui a fondé la SFIO? C'est pareil, c'est le mouvement social, fin 19e siècle, Jean Jaurès plus tard, etc. Donc, tu vois, mais le fondateur des partis communistes, on le connaît par contre, c'est Marx. Non, Marx, il a créé la première internationale, il n'a pas créé les partis communistes. Les partis communistes ont été créés par des militants communistes sur le terrain. Et en France, le Parti communiste et le Parti socialiste, c'était le même parti jusqu'en 1921, jusqu'au congrès de Tours où ils se sont séparés. Mais c'est Émile Combes en 1901 pour le Parti radical. Et ben voilà. Le NPA, du coup, c'est structurel ou leader? C'est plutôt structurel le NPA parce que c'est la Ligue communiste révolutionnaire qui est née des jeunes communistes révolutionnaires des années 70, 80, dans ces eaux-là. Faut dire que le NPA a beaucoup bénéficié de l'image de son candidat Olivier Besancenot, qui a été candidat quand même à plusieurs campagnes. Il a ensuite été, il lui a succédé Philippe Poutou, donc tu vois que voilà, c'est pas un parti à leader charismatique le NPA quoi. Il y a eu Alain Krivine pendant des années avant ça. Donc c'est plutôt structurel le NPA. Bon après le problème de la structure de ces partis-là, c'est qu'ils se divisent les uns les autres en permanence. Donc bon, maintenant il y a deux NPA différents. Bon bah très bien.
Les nouvelles du prochain congrès du PS d'ailleurs? Non, ça devrait avoir lieu en 2025, mais j'ai pas plus d'informations. J'ai pas plus d'infos du prochain congrès du PS. Je sais que ça vous passionne et que vous attendez ça avec. Non, mais en vrai, c'est vachement important. Pour l'avenir de la gauche et l'avenir du NFP, ça, c'est vachement important. Oui, Révolution Permanente qui s'est barrée avant, oui, c'est vrai. Mais bon, Révolution Permanente ne conserve pas l'étiquette NPA, il s'appelle Révolution Permanente tout court. Euh, donc voilà. Hmm. Presque envie d'aller prendre une carte au PS juste pour voter contre la ligne d'Elga dans 6 mois. Bah, tu devrais. Enfin, je suis pas là pour pour t'inciter à adhérer à un parti, mais effectivement, il va y avoir un enjeu de vote d'adhérents au moment du congrès. C'est là que ça va se jouer. L'élection au Conseil national. Donc, est-ce qu'on peut adhérer à plusieurs partis? Bah, légalement, rien ne t'en empêche. Les partis politiques, eux, par contre, ont enfin, pas des consignes, mais des disciplines d'adhérents, pour certains d'entre eux, qui consistent à dire, bah non, tu n'adhères qu'à un seul parti. Mais ils vont pas aller vérifier, mais c'est un peu bon. Il y a certains partis qui autorisent la multi-adhésion. Horizon, par exemple, je crois, ils autorisent. Tu peux être chez les macronistes et à Horizon aussi. Ça dépend des partis. Par contre, si tu es adhérent de plusieurs partis qui sont en concurrence au niveau local, il y a moyen que ton responsable de section il t'allume la tronche au bout d'un moment en disant écoute, si on t'invite aux réunions, c'est pas pour que tu balances tout au parti d'à côté. Tu... voilà, on va pas se mentir, parfois ça frotte un peu au niveau local. Tu veux même pas inciter à adhérer au parti Club Backseat? Ah si 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 si. Si 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 si. Le meilleur parti politique de France, moi je vous invite à y adhérer, hein. C'est quand même absolument splendide. C'est ce parti-là, hein. C'est le Club Backseat. Moyennant un don de 15 euros par mois qui permet de financer la production de l'émission. Je vous rappelle que cette émission est produite par vous, par votre argent. 15 euros par mois, vous bénéficiez d'une carte dans votre portefeuille. Je vais vous montrer ça quand même. Quand même, je vais vous montrer ça. Dans votre portefeuille, vous avez la carte du Club Backseat. C'est votre carte de membre du Club Backseat. Avec votre nom et tout. Ah ouais, non, ça rigole pas, hein. Ça, c'est l'ancien modèle. Il y avait ma tronche dessus, mais on l'a retiré. Je l'ai pas encore reçue. Elle va arriver, elle va arriver. T'inquiète. Euh, Elle fonctionne aussi pour prendre le métro en région Île-de-France. Chef Valérie. Salut Chafaud. Et comment on fait pour adhérer au NFP sans adhérer au sous-parti? Tu ne peux pas adhérer au NFP. Le NFP n'est pas un parti politique. Le NFP n'est pas une formation politique. Le NFP est une coalition de partis politiques. Coalition électorale pour être plus précis. Donc, dès lors que tu es membre d'un des partis du NFP, tu es membre du NFP. De fait. L'adhésion au parti est-il anonyme ou y a-t-il des listes tenues par les partis en rapport au GDPR? Bah, il y a des consignes à respecter, notamment la non-diffusion des listes. Donc voilà. Mais non, c'est, enfin, les listes d'adhérents des partis politiques ne sont pas connues publiquement. C'est même illégal pour un parti de la diffuser. Comment tu fais pour adhérer à la France Insoumise? Je crois que ça se fait entièrement en ligne sur le site internet. Il n'y a pas des socialistes hors NFP? Si, il y a des gens au Parti Socialiste qui critiquent l'alliance NFP.
Lucie Castet est membre de quel parti du NFP? Aucun. Ciotti s'est barré avec la liste. Il risque quoi? Bah, à mon avis, juridiquement, il peut le défendre, hein. Vu qu'il est président du parti, je sais pas. Castel a été sur une liste PS à un moment, mais il n'y est plus. Il y a une différence entre être sur une liste et être adhérent. Vous pouvez être sur la liste d'un parti sans être adhérent au parti. Pour le poste vacant de député, elle se serait présentée sous quel parti initialement? Aucun. Si Lucie Castet avait été candidate à une élection législative, elle aurait pu se présenter en son nom propre, avec l'étiquette NFP, sans être membre d'aucun des partis. Il suffit qu'elle soit soutenue par les partis. Les candidats NFP dans les circonscriptions étaient pour la plupart d'entre eux issus d'un des partis du NFP, mais pour certains, ils n'étaient issus d'aucun parti, ils étaient juste soutenus par les partis du NFP. Raphaël Arnaud, je crois pas qu'il soit membre de la France Insoumise. Je suis pas sûr. Poutou, pareil, ouais, Poutou, oui. Membre du NPA, Poutou, il est pas membre de la France Insoumise. Mais la France Insoumise a daigné lui accorder une circonscription. Faut quand même siéger avec un groupe. Alors, si un député est élu, effectivement, il a besoin de siéger avec un groupe. Et c'est là que la question se pose, effectivement, pour Lucie Castet. Si d'aventure Lucie Castet devenait députée, où est-ce qu'elle siégerait? Lies Loufoque non plus. Ouais, Lies Loufoque, bien sûr, il est dans aucun parti, lui. Effectivement, ça paraît logique, mais c'est pas si instinctif. Oui, oui, je comprends, c'est normal. Non, je comprends, parce qu'en fait, c'est un peu subtil. Il y a la question de l'adhésion à un parti, il y a la question de la proximité avec un parti, euh, ce qu'on appelle les sympathisants. Il y a la question d'être candidat d'un parti et candidat soutenu par un parti. Effectivement, tout ça est un peu subtil. Je vous l'accorde. Est-ce que tu peux pas siéger sans être dans un groupe? Si. Si, tu peux carrément siéger sans être dans un groupe. Ça s'appelle être un député non inscrit, mais ça sert pas à grand chose. Vaut mieux être inscrit dans un groupe, tu bénéficies quand même de l'ensemble de l'aide que peut t'apporter le groupe. Lies Loufoque s'était présenté en LFI. Lies Loufoque était candidat dans une circonscription fléchée par le NFI, enfin fléchée LFI, pardon, par le NFP, et il était soutenu par LFI. Et je peux pas vous affirmer que Lies Loufoque était adhérent du parti. J'en suis vraiment pas sûr. C'est l'intérêt de Lyot. Exactement. C'est l'exemple de Lyot. Et si t'as aucun groupe dans l'Assemblée, comment tu fais pour les niches, etc. Bah, t'as pas de niche. C'est tout. T'as pas de niche, t'as très peu de temps de parole dans les débats. T'es solo, t'es indépendant, quoi. T'es un député indépendant tout seul, perdu parmi 577 autres députés qui, eux, s'organisent collectivement. Bon courage. Hmm.
Si ça n'a aucun intérêt, pourquoi ça existe? Parce que tout n'existe pas par intérêt. Il y a des députés qui se sentent appartenir à aucun groupe. Tchoum tchoum tchoum. Les copains, je vais m'arrêter là parce que c'est beaucoup la fatigue. Je vous rappelle que demain à 16h, les Clermontois, je vous donne rendez-vous à la librairie Les Volcans. Merci d'avoir été là, je vous fais des bisous et puis passez une bonne soirée. Et puis je vous rappelle la grosse annonce quand même, le 5 novembre prochain, de 21h à 4h du mat', émission Backseat spéciale présidentielle américaine. Soyez là, ça va être chouette, on va bien rigoler. Merci pour votre soutien, pensez à soutenir Backseat, c'est important. Et bonne soirée, à tout bientôt, salut les copains, ciao ciao.